Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet atelier collaboratif sur le thème du retour au travail. Bonjour à toutes nos intervenantes et également nos intervenants qui sont là. Euh, je donc aujourd'hui, c'est le 15 octobre, la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. À cette occasion, donc, nous avons organisé plusieurs événements chez Agapa. Le deuil périnatal, c'est 7 000 familles touchées chaque année, si on s'en tient à la définition de l'OMS, et c'est 200 000 arrêts naturels de grossesse, si on élargit la définition, comme nous le faisons chez Agapa. Grâce aux milliers d'heures d'écoute que les écoutants d'Agapa font chaque année, nous savons que le retour au travail est une étape délicate dans le chemin des parents endeuillés. Il nous a paru essentiel de consacrer un vrai temps sur ce sujet encore très tabou, d'autant plus dans le monde du travail où la performance prend bien souvent le pas sur l'humain. C'est un temps d'échange que nous vous proposons ce soir, que nous voulons constructif, dynamique et collaboratif. Alors, collaboratif, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que vous êtes invités tous à poser vos questions dans le chat au fur et à mesure, vraiment tout au long de cette discussion. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura un temps de questions-réponses en deuxième partie de l'atelier. Voilà, donc pour l'heure, je vous présente donc rapidement Agapa. Agapa, c'est une association qui existe depuis 30 ans, qui poursuit trois missions autour du deuil périnatal, donc l'accompagnement, la formation et la sensibilisation. Les accompagnements peuvent être individuels ou collectifs. La formation se fait auprès des soignants, mais aussi en entreprise depuis cette année où on propose des ateliers de sensibilisation au deuil périnatal pour accompagner le retour au travail des, d'un collègue. Et la sensibilisation, c'est exactement ce que nous faisons en ce moment avec cette journée où nous avons organisé des événements. Je me tourne maintenant vers toi, Stéphane, et vers tous nos intervenants, que je remercie encore mille fois d'avoir accepté notre invitation. Stéphane, toi, tu es coach, enfin oui, tu es coach professionnel certifié depuis quelques mois. Avant cela, tu as été délégué général des entrepreneurs et dirigeants chrétiens et directeur adjoint d'une entité de la Croix-Rouge en Île-de-France. Tu as également l'expérience du management dans de grands groupes. C'est donc riche de ces expériences et de ta sensibilité aux questions de la vulnérabilité que tu as accepté d'animer cet atelier et nous t'en remercions. Je te laisse à présent la main. Moi, je disparais de l'écran et je reste présente sur le chat pour lister toutes vos questions. Voilà, donc n'hésitez pas à réagir, à apporter vos témoignages, vos suggestions et on les reprendra pendant le temps de questions-réponses en deuxième partie. À plus tard. Bonjour à tous, merci Servan pour ce mot d'introduction. Au début de ce webinaire, je tenais à vous remercier, Charlotte et Paul, d'avoir accepté de témoigner des circonstances dans lesquelles vous avez repris votre activité professionnelle après un deuil périnatal et des conseils également que vous pourrez apporter à des couples qui aujourd'hui traversent une épreuve similaire, mais aussi à des entreprises qui parfois sont démunies, voire désemparées face à l'épreuve vécue par un collaborateur ou une collaboratrice. Merci également, Anne-Laure, de nous partager votre expérience d'office manager dans un contexte du retour au travail d'une collaboratrice endeuillée. Et enfin, Elisabeth, merci également pour les apports que vous pourrez apporter et nous partager au travers de l'expérience de vos accompagnements et des formations que vous dispensez au sein de l'association Agapa. Voilà, alors pour celles et ceux qui suivent cet atelier ce soir, n'hésitez pas, comme Servan le précisait tout à l'heure, à bien adresser vos questions dès le début de ce webinaire, sans attendre la fin des prises de parole de chacun de nos intervenants. Voilà, pour qu'on puisse effectivement, à la fin de cet atelier, pouvoir poser quelques questions à nos intervenants. Voilà. Bien écoutez, au début de ce webinaire, je souhaiterais commencer par m'adresser à Paul et à Charlotte afin que vous puissiez nous partager brièvement les circonstances du deuil périnatal que vous avez vécu, avant ensuite de laisser la parole à Anne-Laure et à Elisabeth qui se présenteront également. Merci. Bonjour,
Donc du coup, Charlotte fait ça. Moi, j'ai perdu mes jumelles il y a 7 ans et demi maintenant à peu près, suite à une grossesse très compliquée du début à la fin. Donc pour le coup, plein de complications au fur et à mesure, que je détaillerai peut-être pas tout de suite. Et par contre, j'ai aussi travaillé à sensibiliser au deuil périnatal maintenant, l'année dernière, pour pousser ce sujet-là au sein de mon entreprise, qui est une grosse entreprise d'informatique, parce que c'était important pour moi, avec le recul, de pouvoir avoir cette occasion de partager sur ce sujet et m'assurer que toutes les personnes qui le vivent aient les bonnes ressources. Merci Charlotte. Paul, je te passe la parole. Oui. Et donc, bonjour à tous. Donc, moi, je m'appelle Paul Méry. Je suis le papa de Noémie, née le 15 février 2022, sans vie, que j'ai perdu, et de Éléonore, née le 9 août 2023. Moi, je travaille dans le monde aussi de l'informatique en tant que consultant, ce qui fait que voilà, quand je travaille chez des clients. Et donc, en ce sens, je peux avoir deux contextes entre guillemets professionnels, un chez le client et un dans mon entreprise, dans mon entreprise directe. Et donc moi et mon épouse avons perdu Noémie, quasiment au terme, hein, de 2 semaines avant, après une grossesse que j'aurais envie de qualifier de normale, dans le sens où il n'y avait eu aucun événement, signe annonciateur de ce qui nous était arrivé, quoi, de ce qui nous est arrivé, et du décès de Noémie. Merci Paul. Anne-Laure, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Donc, je suis Anne-Laure. J'étais Office Manager en décembre 2023. Aujourd'hui, je suis RH, mais à l'époque, j'ai eu le coup de fil du conjoint de ma collègue et amie pour m'annoncer que elle venait d'accoucher d'une petite fille mort-née. Et donc, il a fallu gérer gérer tout ce qui s'est passé autour de l'entreprise et faire en sorte que son retour soit le plus smooth possible. Voilà, vu que c'était en avril dernier. Merci Anne-Laure. Elisabeth, Donc, bonjour. bonjour à tous. Je suis Elisabeth Kiff, écoutante et formatrice au sein d'Agapa. Je suis aussi en profession libérale, praticien psychothérapeute. J'accompagne aussi autour de la périnatalité. Et c'est vraiment suite à toutes ces écoutes, toutes ces rencontres des hommes et des femmes au sein d'Agapa et professionnellement qu'on a vu aussi ô combien c'était difficile ces moments aussi de retourner au travail. Que c'est aussi dans ce cadre-là que on a essayé au sein d'Agapa de mettre les choses en place pour aider au mieux. Merci Elisabeth. Je vais me tourner maintenant vers Charlotte et Paul et j'aurais une première question à vous poser. C'est de savoir finalement, pour vous personnellement, comment s'est passée la décision de reprendre votre activité professionnelle? Comment est-ce que vous l'avez appréhendée? Alors moi, j'avais le droit à mon congé maternité, puisqu'elles sont nées à 5 mois de terme, donc j'étais dans le cas où je pouvais prendre un congé maternité long, puisque c'était des jumelles, donc j'avais 8 mois devant moi. Et j'en ai pris 6 parce que je voulais revenir en septembre en fait. Je me suis dit, je vais revenir après les congés de tout le monde. Et j'ai pris beaucoup de temps pour prendre soin de moi pendant ces 6 mois. Et après, d'un point de vue travail, j'avais toujours accès à l'entreprise via le chat, donc je prenais de temps en temps des nouvelles et réciproquement. Euh, Pas forcément beaucoup, mais un petit peu. Et puis j'étais quand même allée au travail une première fois, juste pour un déj avec des copines, pour m'habituer aussi à revenir progressivement. Donc voilà ce que j'avais mis au démarrage, quoi. Très bien. Et vous, Paul? Pour ma part, moi, après la naissance de Noémie, j'ai également pris mon congé paternité. J'ai eu de la chance puisque la législation de 2022 était passée, donc j'ai eu le droit à quasiment un mois, qui se sont aussi complétés avec des jours de décès, hein, enfant. Moi, j'ai choisi de prendre ce congé paternité en entier dans la foulée de la naissance. Et je suis retourné au travail à l'issue de ce congé. Voilà. Ce voilà, ce qui m'a poussé, en fait, je l'ai fait euh,
voilà, mon raisonnement a été un peu de me dire, ce congé, il a été très utile pour voilà, prendre du temps, être en famille, aussi gérer les obsèques de ma fille et rester et être en famille. Euh, ce qui m'a poussé à reprendre le travail, en fait, c'était peut-être que, en fait, moi, je ne voyais, enfin, le travail ne m'empêchait pas, en fait, ni ne m'aidait. Voilà, c'était un peu neutre vis-à-vis de mon deuil, je dirais. Et donc, j'ai profité de ce congé. Et puis, à l'issue de ce congé, je n'ai pas vraiment vu d'éléments qui me bloquaient pour reprendre le travail. Donc, surtout que j'avais, ensuite, un peu de temps après, en parallèle de ça, j'ai découvert Agapa avec mon épouse et nous avons commencé une démarche voilà, de café rencontre et de faire un suivi entre parents. Et donc j'avais cet accompagnement-là en parallèle. Et ce qui m'a aidé en tout cas à reprendre aussi voilà, le congé, c'était de savoir que mon épouse, elle, a pris aussi son congé euh, voilà, maternité en entièreté et a Mhm. eu aussi du soutien de sa mère qui a pu venir avec nous, ce qui fait que j'ai pas eu le sentiment, peut-être moi, de reprendre le travail et d'abandonner mon épouse, ou, voilà, ou de simplement savoir que sans l'abandonner, qu'elle était seule. Moi, ça m'a aidé en fait, de savoir que mon épouse allait bien pour reprendre aussi. Très bien, merci Paul. Et alors, pour l'un comme pour l'autre, au moment où vous avez repris votre activité professionnelle, quelles actions très concrètes en fait avez-vous engagées vis-à-vis de votre employeur? Alors moi, j'avais contacté, j'avais mis à jour mon manager à peu près tout le temps, tout autour de ma grossesse, puisque j'ai été arrêtée à 3 mois et demi, donc assez tôt. Donc très vite, je lui avais annoncé que j'allais partir, parce qu'on m'avait déjà prévenu dès le début que ce serait arrêté tôt. Donc j'avais déjà dit, attention, faut anticiper. Et donc il a su progressivement l'évolution de ma grossesse. Et donc par contre, je lui avais demandé d'en parler à mes collègues. Ce qu'il a fait en partie, à ma connaissance. En tout cas, je me suis retrouvée quand même dans beaucoup de situations où finalement les gens n'étaient pas au courant. Mais c'est pas très simple parce que je suis dans une très grosse entreprise et j'étais déjà là depuis un certain nombre d'années, donc je connaissais beaucoup de monde. Donc il y a eu ça. J'étais allée directement voir la médecine du travail parce que j'avais eu le cas d'une collègue pour qui ils n'avaient pas été prévenus. Donc moi, je voulais pas que la première conversation soit comment ça va avec Mhm. le bébé. Donc ça, je l'avais fait aussi très rapidement et je pense que j'avais contacté les RH, mais je n'ai pas trop de souvenirs de ce sujet-là parce que je pense que c'est très externalisé chez moi et donc j'ai pas eu de suivi personnalisé côté RH à l'inverse. Voilà. En gros, c'était ça. D'accord. Et pour vous, Paul, alors vous, vous étiez effectivement prestataire de service, donc Mm. vous étiez à la fois le plus souvent chez un client finalement, et votre employeur, vous étiez moins en lien direct avec lui. Comment ça s'est passé pour vous, Alors, cette en fait, reprise? je dirais, moi déjà, il y a un point, c'est que étant donné que je suis papa, je dirais la grossesse, pour moi, elle se voit pas sur mon corps. Donc, en soi, le nombre de personnes déjà qui étaient informées du fait était je dirais, était plutôt à ceux à qui j'avais l'habitude d'échanger, donc les personnes que je côtoyais directement. Et il n'y avait pas, peut-être, il n'y avait pas ce qui peut, je pense, être le cas pour les femmes, c'est-à-dire des personnes qui nous voient de loin et voient qu'on une grossesse et qui peuvent ensuite peut-être poser des questions qui peuvent être douloureuses. Et ce premier point-là, c'est que je dirais, le nombre de personnes au courant voilà, cette grossesse était plus réduit. Ce que j'ai réalisé, moi, c'est déjà le jour où j'ai eu la nouvelle, enfin dans la nuit. Concrètement, moi, je suis arrivé, mon épouse a eu des contractions, on est allé à l'hôpital et ensuite on est resté et c'est voilà, ensuite on a découvert que voilà, Noémie était morte et mon épouse a continué à avoir des contractions et donc on est resté à l'hôpital jusqu'à l'accouchement. On est arrivé la veille au soir et Noémie est née le 15 février. Et donc moi, ce que j'ai fait, déjà, c'est voilà, concrètement, dans la nuit ou le matin tôt avant la journée, le jour J, j'ai prévenu par SMS mon, mon chef pour lui informer, parce qu'il était au courant du terme, il savait que c'était voilà, incessamment sous peu, mais je lui ai donné la nouvelle dans un message que je vais dire simple et factuel, à savoir, je suis à l'hôpital, ma fille est morte, je ne serai pas là pour les prochains jours, sans donner plus de précision et demander de prévenir voilà, le client, ce qu'il a fait. Et ensuite, 1 ou 2 jours après, j'ai prévenu aussi, je suis revenu quand j'ai été aussi informé voilà, des droits de la situation, puisque c'est quand même un cas voilà, différent. Je ne savais même pas, moi, si j'avais le droit voilà, au congé. Donc, j'ai aussi ensuite fait une autre communication pour informer mon chef et mes RH que je souhaitais prendre tout
le, voilà, tout mon congé, ce qui a été fait. Là, j'ai eu un support puisque côté administratif, mon entreprise s'occupait de tout dans les systèmes internes pour s'il y avait des choses à saisir, réaliser. Et quelques temps avant de reprendre, voilà, j'irai à la moitié du congé. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit un texte pour informer, aussi bien chez le client qu'en interne, les quelques personnes qui étaient au courant de ce déboire. En fait, j'ai écrit à mon chef en interne, chez mon employeur et chez le client. Je leur ai transmis un message avec une liste de diffusion en disant, voilà, transmettez ce message pour indiquer voilà, ce qui m'arrivait, puisque moi j'avais le besoin, je dirais, voilà, d'expliquer cette absence, puisque notamment chez les clients, si des personnes voilà, me connaissaient, me côtoyaient, mais ne savaient pas que j'attendais un bébé, voilà, est une explication sur cette absence, ça ne, puis aussi en prévision du retour. Très bien, Paul, merci. Est-ce que vous aviez l'un et l'autre des attentes particulières vis-à-vis de votre employeur après les avoir formés? Alors moi, c'est vrai que j'attendais que mon manager communique pour pas justement me retrouver dans trop de situations. Alors ça n'a pas du tout marché, mais je pense que j'aurais probablement dû faire le mail moi à toutes les personnes que je connaissais pour réussir ce point-là, et puis peut-être que ça aurait marché un peu mieux. Mais je m'en sentais pas capable, pour être honnête. Alors je m'attendais pas à grand-chose parce que j'avais une collègue qui avait vécu un deuil complètement différent. Elle avait perdu son mari et ça avait pas très bien marché. Donc j'avais pas mal retenu de ce qui s'était passé parce que justement elle est retournée au boulot et personne ne savait. Enfin, ça avait été très compliqué cette reprise et donc moi je voulais qu'elle soit un peu plus préparée. Mais non, je me suis quand même pas mal débrouillée toute seule. J'ai pas mal annoncé aux gens, parfois en live, parfois un peu cash, parce que ça allait pas forcément quand même. Donc voilà. Donc ça a été un peu, c'est pas forcément été parfait, et c'est pour ça aussi que c'était important pour moi de sensibiliser par la suite, parce que j'ai eu beaucoup de remarques déplacées. Et moi, je voulais en parler. Alors, autant j'avais pas écrit avant, autant quand on me parlait de comment ça va, j'avais besoin d'expliquer ce qui s'était passé. Donc, ça avait été un peu délicat comme situation. D'accord. Et pour vous, Paul, Euh, les attentes particulières après avoir fait effectivement ces annonces par mail ou SMS? Alors moi, si, oui, je dirais ce que j'ai apprécié. En fait, j'avais pas vraiment peut-être beaucoup d'attentes. En fait, j'ai apprécié en tout cas, moi dans les réponses que j'ai eues, je dirais en fait des retours. J'aurais envie de qualifier peut-être simple et factuel, mais en même temps humain, dans le sens où concrètement, j'ai envoyé des messages moi aussi un peu. Voilà, il y avait deux dimensions, un côté administratif parce il y avait une notion de congé, retour, des choses très pratico-pratiques, et à côté de ça, une histoire. Voilà, j'avais perdu ma fille, et nous avons perdu notre fille, et donc ce que j'ai apprécié, c'est finalement dans toutes ces communications qui sont peut-être parfois un peu surréalistes. Moi, je trouve quand j'ai regardé même un peu en amont, on a concrètement, ne t'inquiète pas pour la mutuelle ou pour le congé, tout est organisé et on ne sait pas quoi dire et on est désolé, quoi. Simplement. Donc ça, je pense que c'est des choses que j'ai appréciées. Puis ensuite, j'ai apprécié d'avoir, je pense que j'avais fait ce mail qui m'a aidé déjà à l'écrire et en même temps aussi qui a simplifié, je pense aussi le travail vis-à-vis de mon chef et de mon client. Et donc c'est un peu délicat, c'est un peu au choix de nous de le communiquer. Bien Moi, je l'ai sûr. fait. Et donc, ce que j'ai apprécié, en fait, c'est que moi, je crois que mon texte, mon mail ne laisse pas spécialement à de réponses. C'était simplement une information Ouais. et c'était je serai absent et je reviendrai. Et puis, voilà. Donc, j'ai eu quelques mails voilà, quelques mots de collègues. Et donc, ceux qui étaient informés quand même me connaissaient assez, qui ont fait voilà, qui représentaient de belles attentions, qui m'ont fait du bien. Même si je crois que j'ai pas répondu à la plupart, mais je les ai tous lus. Et donc ça a fait du bien. Voilà, donc je pense que j'ai apprécié voilà, ces communications qui abordaient l'axe admin, mais qui en même temps mettaient une petite touche, parce que c'est vrai que c'était beaucoup aussi par mail écrit, c'est délicat, mais j'ai trouvé qu'il y a eu un équilibre qui s'est bien fait. Et en fait, ce que j'ai apprécié aussi, mais ça c'était plus dans mon contexte à moi aussi, c'est que j'ai la chance d'avoir un travail qui me permet de faire du télétravail. Et donc Ouais. quand c'est aussi posé la question de la reprise, je pense que ce qui l'a facilité, euh, c'était d'avoir justement cette flexibilité. Et donc, c'est de pouvoir faire un premier jour, revenir au travail et se dire, demain, je serai au travail, mais à la maison. Et donc, moi, quand j'ai dit au début,
voilà, que j'étais heureux, enfin, je me sentais OK de reprendre le travail, Mm. je voulais pas laisser mon épouse seule. Bon, c'est aussi que moi, j'avais pas envie de rester tout seul. Ouais. Je reviens un peu sur ma formulation. Euh, et, euh, et donc voilà, donc ça, ce télétravail, je pense il m'a aidé parce que voilà, il m'a permis de reprendre aussi, voilà, un peu, apporter de la flexibilité, Ouais. prendre progressivement, voilà, je dirais ce retour dans la vie du travail professionnel, quoi, vraiment, et d'avoir un peu cet espace. Et Ok. aussi, dernier point aussi, c'est que quand j'étais au travail, la possibilité peut-être de prendre des salles de réunion. Enfin, voilà, je sais pas, Mhm. souvent il y a des personnes en open space, mais c'est vrai que moi Mhm. j'ai apprécié, je l'ai plus utilisé Mhm. cette possibilité de me mettre voilà, un peu dans mon coin. euh, Mhm. et comme ça, je pouvais, entre guillemets, m'ouvrir, être avec les autres à d'autres moments, quoi. Donc ça, Mhm. c'est quelque chose qui est possible parce que dans mon travail, voilà, il y a beaucoup de réunions, Mhm. comme on le fait aujourd'hui via Zoom, Mhm. via Teams ou autre. Ok. Et si on évoque maintenant un petit peu l'état psychologique dans lequel vous étiez au moment où vous avez repris votre activité professionnelle, est-ce que vous avez ressenti une appréhension, une crainte particulière par rapport à la manière dont les choses allaient se dérouler, ou finalement pour vous ça a été assez fluide, Alors, Charlotte? moi, c'était. Ouais, alors c'est pour ça d'ailleurs j'étais venue avant, parce que c'était très anxiogène même de retourner juste sur les lieux. Ouais. Finalement, ça s'est bien passé, honnêtement. Et puis j'ai eu ce petit message d'une manager, enfin de ma N+2 de l'époque, qui m'a dit en vrai, hein, je suis contente de te revoir, même si je sais que c'est difficile. Et ça, je me suis sentie vue. J'en ai pas eu beaucoup. Donc, mais celui-là m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et c'est une Mhm. formation que je garde d'ailleurs pour d'autres personnes. Je trouve que c'est vraiment une belle façon d'accueillir quelqu'un quand on revient de ce type de situation. Mhm. Donc j'ai eu ça. Et après, globalement, effectivement, les gens n'étaient pas au courant. Donc, soit j'avais besoin de communiquer, donc voilà, les gens se prenaient mon feedback. Et parfois, je me prenais des petites pauses pour respirer. C'est-à-dire qu'effectivement, dans les toilettes, dans une cabine Ouais. téléphonique pour appeler une collègue, Ouais. une copine à moi pour dire ils ont parlé de Ouais. maternité, j'ai envie de les tuer, à peu Ouais. près. Donc voilà, pour un peu décompresser parce que c'était vraiment c'était compliqué de gérer toutes ces émotions tout en devant restant professionnel, etc. Donc j'étais dans un Mhm. état un peu, voilà, un peu compliqué. Ok. Et vous, Paul? Moi, je pense que quand j'ai repris le travail, alors il y a différents moments en fait sur le jour J, le matin, je me suis senti un peu robot. En fait, je me disais j'y allais parce que voilà, je pense que la veille, jusqu'au moment où on va prendre la décision, bah voilà, il y avait cette logique, j'ai mon congé se termine, je reprends, ça va aller. Et puis là, quand même, le jour J, voilà, une petite appréhension. Et puis en fait, aussi simplement une gêne, mais je pense pas forcément à l'idée de retrouver des collègues, mais plutôt que se dire, voilà, enfin, enfin, voilà, c'est comme si enfin, moi, le mot qui me faisait peur, la phrase, c'est comme si de rien n'était de revenir et Mhm. j'ai pas ma fille et donc c'était plus le fait de continuer, mais ça a été difficile pour moi, comme sur toutes les activités en fait, hein, un peu reprendre. Donc voilà, je sais que moi, ce qui m'a aidé, enfin, ce que j'ai apprécié aussi, c'est que comment dire, j'ai eu aussi une fois, au-delà des quelques mails que j'avais eu, quelques mots. J'ai eu, de toute façon, j'avais eu voilà, mon chef aussi bien, enfin mon chef en interne et mon interlocuteur client qui m'avait dit, voilà, qui m'a transmis leurs condoléances. Moi, j'ai mon chef en interne qui m'a dit, quand je suis revenu, qui m'a accueilli, quand on a discuté, il m'a dit qu'il ne savait, qui était pris au dépourvu, que si j'avais Mhm. besoin de parler, en fait, qu'il s'adapterait, en fait, ce qu'il m'a dit. C'est-à-dire que si Mhm. j'avais besoin de parler et que Mhm. j'en sentais le besoin et qu'il pouvait faire quoi que ce soit, bah, sa porte était ouverte et qu'on pouvait discuter. Que s'il pouvait faire quoi que ce soit, voilà, pour réfléchir, il pouvait se renseigner et autres. Ça m'a aidé. Et que si, à l'inverse, bah, il y avait besoin de rien, bah, il ne ferait rien. Enfin, voilà, il ne voulait pas, je dirais, enfin, voilà, qu'il s'adapterait. Je pense que c'était vraiment ça. Et ça, c'est quelque chose que j'ai adapté, que voilà, si lui, en tout cas, ce qu'il m'a dit aussi, c'est quelque part, bon, bah, euh, voilà, c'est que ce qui était enfin, que c'était triste, qu'il pouvait rien faire et que, en gros, bah, si je voulais pas en parler, il n'en parlerait pas. Et que, voilà, en fait, un- une, il me traiterait comme voilà qu'il y aurait pas enfin que ça changeait rien pour lui, peut-être qu'il savait que j'étais triste, il était triste pour moi, mais que ensuite
voilà, et j'ai pas senti, oh là là, le pauvre, peut-être de la pitié, Ouais, trop de ouais, mélodrame. Ça a été simple. ouais, C'était, si tu veux parler, on peut parler, je suis là. Si je peux faire quelque chose, ouais. et si je ne peux rien faire, eh ben, je ne ferai rien. Et, euh, Hmm. et voilà, mais sache que juste je suis là. Donc ça, j'ai apprécié. D'autres, et voilà, non, c'est à peu près tout. Ensuite, ce que Ouais, j'ai apprécié, encore une fois, c'était le rôle télétravail aussi. ok, donc une juste posture. Oui. Vous avez senti finalement entendu et puis il a fait preuve de compassion et en même temps, il a surtout laissé en fait beaucoup de liberté pour que vous puissiez effectivement choisir la manière dont vous souhaitez voilà, vous comporter par rapport à ce que vous traversiez. Mm. Ouais. Ok, Moi, j'ai apprécié en fait simplement de pouvoir adresser le sujet assez rapidement aussi, hein. c'est ça. C'est-à-dire que ça s'est fait, je crois que moi j'ai repris un jour. Le premier jour, je suis allé chez le client et puis je crois que le deuxième, je suis passé chez mon employeur et donc bah, Ouais. très rapidement, on avait échangé un peu en amont. C'est dit qu'on se verrait et donc c'est pas quelque chose, je dirais voilà, je reviens au travail puis une semaine après, bon en fait comment ça se passe? C'est vraiment arrivé et c'était aussi pour préparer ça, dire comment souhaites-tu le faire Hmm. et donc au bout d'un moment, comme on a eu quelques communications en amont, on peut se dire des choses, mais Hmm. le premier contact physique, voilà, ça a été quelque chose qui a été abordé. Mais c'était pas quelque chose. Il y a pas eu peut-être une période de flottement au début où on se dit, C'est ça. ouais, qu'est-ce qui va se passer, quoi, il va m'en parler ou pas, et Hmm. donc non. C'est, et voilà. Donc Ok. ça, c'est quelque chose que j'ai appris. Ça permet quelque part une clarification, et moi, c'est aussi quelque chose dont j'avais Hmm. besoin en fait, hein, que ce soit Oui, clair. C'est ce qui avait aussi motivé mon email en début, quoi. c'est ça. Très bien. Alors, à ce stade de nos échanges, et avant que je passe la parole à Anne-Laure, euh, est-ce que vous pourriez nous partager des enseignements que vous tirez euh, voilà, de ce retour au travail? Bah, je pense qu'effectivement, il faut bien l'anticiper. Je dirais communiquer, hein, puisque en tout cas, si on souhaite le faire, c'est probablement mieux d'avoir communiqué en avance de phase, si on veut que les gens réagissent. Après, oui, je pense qu'il faut, enfin, je pense moi, j'ai pas eu trop de mal à en parler sur place. Ça n'a pas forcément été dans les bonnes conditions, mais je trouve que moi, j'en avais besoin. Et je Ouais. pense que voilà, faut être à l'aise avec son propre besoin. Si on ne veut pas en parler, Mhm. on peut aussi choisir de ne pas en parler. Donc ouais, c'est essayer de faire se sentir à l'aise. Je me suis rappelé que j'avais aussi, je m'étais assurée que j'ai quelques collègues présents le jour où je revenais, que j'aimais bien parce que comme on est dans une boîte où on vient ou pas au travail, enfin c'était déjà assez ok pour le télétravail. Ça aussi, essayer d'avoir quelques personnes sur qui on Ouais. peut compter. Ça peut quand même beaucoup aider. Et d'ailleurs, quand vous l'annoncez, souvent les gens vont dire ah bah moi aussi. Donc vous pouvez déjà Hmm. identifier quelques personnes relais, ne serait-ce Hmm. parce que certains ont peut-être vécu la même chose. En tout Hmm. cas, voilà, c'est se trouver des personnes sur qui on peut compter, ou sinon, bah, c'est ce que je faisais. Moi, j'appelais une copine aussi. Se laisser le droit d'avoir des personnes avec qui on peut parler de ça pour se soulager de tout le moment. On est obligé de faire semblant que tout est normal dans ce monde, alors qu'en Ouais. fait, Donc, le nôtre a hmm. changé, quoi. Voilà. Ouais, donc identifier peut-être des personnes ressources au sein de votre Mm, organisation qui puissent aussi parfois peut-être prendre le relais sur certaines c'est ça. choses que vous n'allez pas pouvoir en fait gérer par vous-même, mais Mm. d'être finalement un petit peu un, Ou voilà, au moins juste l'écouter, en fait, parce que finalement, moi, j'ai repris le travail, c'était pas la partie compliquée. C'était plus, effectivement, l'écoute, les discussions, les conversations, enfin, qui étaient compliquées à avoir. Et puis parfois, juste à la machine à café, hein, les copines, machin, j'ai accouché. Et en fait, nous, on a vécu tout à fait autre chose. Et ça, ouais. en fait, finalement, la machine à café ou les rencontres de personnes, et c'est probablement la partie la plus délicate. Et puis, bah, Mhm. pareil, moi, j'avais des clients. Il y en a qui savaient que j'étais partie en congé mat, et donc en plein call, ils me demandent bah, vous avez comment vont les enfants, et là je suis en mode il faut que je raconte ma vie. Donc Mhm. voilà, c'est tout un équilibre un peu compliqué à trouver, mais en tout cas c'est vrai que je pense qu'effectivement communiquer avant et trouver des personnes sur qui on peut compter. Et Charlotte, vous m'aviez aussi partagé quand on a préparé ce webinaire l'initiative que vous avez souhaité porter au sein de votre entreprise. Je pense que c'est important que vous peut-être que vous nous Ouais. partagiez ça. Effectivement, alors du coup, plus tard, nous, dans mon entreprise, on a des groupes d'employés pour essayer d'améliorer la diversité, l'inclusion, enfin tous ces sujets-là. Et il y a 2 ans, il y a un sur la famille qui s'est créé. Et dans le questionnaire de qu'est-ce que vous voulez voir comme sujet, le deuil est apparu. Et donc je me suis dit, bah ça y est, c'est ça que je veux faire. Surtout que ça se faisait déjà, alors moi c'est une boîte américaine, donc ça se faisait déjà aux US d'avoir ce type de choses, de sensibilisation à ces sujets-là.
Ils sont beaucoup plus en avance aux US que ce que j'ai pu voir en France, en tout cas chez moi. Et du coup, je me suis dit, OK, il faut que je participe à ça. Et j'ai mis en place justement une petite formation de sensibilisation avec Elisabeth dans mon entreprise pour que les gens puissent savoir comment aborder le retour au travail. On a été Alors, j'ai pas eu beaucoup de communication, j'ai eu pas mal de... Ça a été assez compliqué à mettre en place, malgré tout, même s'il y avait cet espace. C'est un sujet bien tabou. Les gens étaient bien mal à l'aise. J'ai eu du mal à avoir de la communication et du budget. Mais j'y suis arrivée et c'est assez rigolo parce qu'on avait eu cette conversation pour préparer. Et là, il est arrivé le 15 octobre et je me suis dit, bon, je vais refaire une com. Et elle a été beaucoup mieux accueillie que l'an dernier. donc, comme quoi, ils étaient prêts à le mettre sur les écrans. Bon, alors finalement, la communication a refusé, donc on n'est pas arrivé à le mettre sur les écrans. Mais en tout cas, j'ai pu l'appuyer, c'était beaucoup plus publiquement. J'ai pu parler de la cérémonie qui est organisée aux US, parce qu'aux US, ils organisent une veillée spéciale pour ça. Hein. Quand je vous dis que c'est vachement plus avancé, c'est vraiment très avancé sur ces sujets-là. Ils ont des groupes de parole. Enfin, voilà, le point est très poussé. Et c'est vrai que moi, j'avais envie de pouvoir mettre quelque chose en place à mon niveau. Et ça va probablement grossir parce qu'effectivement, du coup, suite à ça, j'ai aussi une collègue qui m'a contactée en me disant moi, ça m'intéresse. Voilà, petit à petit, il faut être patient. En tout cas, si on met en place ce type de dispositif. Bravo pour cette initiative parce que c'est vrai que vous rendez service à beaucoup de monde en proposant ce type de choses. Et puis, bien sûr, pour l'avoir traversé, c'est sûr que vous apportez effectivement aussi une expérience qui est très riche pour Et d'autres puis, mon personnes. objectif était aussi de regrouper les ressources parce que c'est pas toujours évident. Et moi, je suis dans une grosse entreprise, on a plein de choses, plein de bénéfices. Enfin, justement, comme je disais, il y a pas mal de choses aux US, mais du coup, il y en a pas mal qui sont répétitifs. Et donc, j'ai essayé de regrouper toutes ces ressources aussi pour que les gens sachent, ouais, j'ai un congé. Même pour les fausses couches, on a un congé. Enfin, des choses comme ça qui sont assez rares, qui n'est pas toujours disponible, mais que nous, on a. Et puis, tout ce que j'avais pu trouver à l'époque, pareil, parce que dans mon parcours, moi, j'avais cherché pour les obsèques, parce que moi, je crois que c'est ma mutuelle, non, je ne sais plus quelle assurance vie. Il y en a une qui remboursait les obsèques, qui sont un coût non négligeable. Donc, il y avait plein de petites choses comme ça que j'ai voulu communiquer et que les autres puissent gérer, puissent utiliser si ça leur arrive, quoi. Très bien. Merci, Charlotte. Et Paul, de votre côté, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez envie de nous partager sur des enseignements que vous tirez un petit peu de votre... Oui, moi, je vais plutôt dire ce qui m'a aidé, peut-être, et dans le retour, ce qui a été fait. Moi, j'ai apprécié quand même parce que ça fait écho à ce que vous avez dit, Charlotte. C'est quand même, mine de rien, j'ai eu, alors peut-être pas jusqu'au niveau mutuel, mais j'ai quand même eu du support sur la partie administrative. Poser le congé, de l'information, aussi de la bonne réception et voilà, de l'accompagnement là-dessus. J'avais eu aussi une question sur un mutuel pour savoir les remboursements. Donc, c'était important. Moi aussi, il y avait des détails. Donc ça a été un point important. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que moi j'avais fait une partie, c'est-à-dire que j'avais exprimé, je pense mes attentes, en termes de communication, c'est-à-dire à qui et quel message, je pense, mais c'est un point important puisqu'on le voit en fait, ce qui fait peur, c'est quand même un peu, c'est de se c'est un peu la rencontre avec les autres et de partager l'expérience et avoir une forme de culpabilité, mais qu'on n'est pas légitime, l'impression d'être parfois peut-être un mouton noir avec notre histoire triste et de dire déjà je suis triste, mais en plus si je dois me cacher dans certaines conversations ou autres. Donc moi je trouve clarifier peut-être la situation communication, pas communication ou autre et à qui moi ça m'a aidé parce que je sais que je me suis dit il y avait ces personnes qui ont répondu, qui étaient informés. Donc ça, j'avais pas pu le faire à distance. Et ensuite, j'ai pu être, l'aborder avec, je pense que ceux qui sont venus, j'ai eu des messages, il y a des personnes qui m'en ont reparlé à peu près, mais je dirais ça s'est fait, tout le monde a été informé. Et donc, j'ai eu, aussi des personnes qui m'ont parlé, soit par mots, certains sont venus me voir, comme mon chef, je l'ai évoqué. Donc ça m'a aidé. D'avoir un peu de flexibilité, puis je pense sur le télétravail, m'a permis aussi ça, je pense, à aider. Et, sinon, tout simplement aussi des salles, parce que peut-être parfois d'être pas tout le temps au milieu de tout le monde. Et je pense aussi de la compréhension, je pense de tout le monde, dans le sens où on évoquait la machine à café, mais il y a parfois d'autres événements avec les équipes, donc que ce soit dans un cadre un peu, je sais pas, un apéro entre collègues ou simplement un événement séminaire d'entreprise. Euh, je me souviens avoir été un peu plus en retrait de ce genre d'événement à cette époque.
Et puis, bon, bah, parfois, on a des collègues qui restent pas ou autre chose. Moi, j'ai eu, voilà, tu veux venir, Paul, tu vas, dommage, bon, bah, attends, oui, enfin, pas de souci, quoi. Enfin, voilà, j'ai pas Mhm. sorti parfois un truc, voilà, Ouais, vraiment, enfin, j'ai été invité, sollicité, peut-être, mais sans aucune, j'ai pas senti de pression, et c'est-à-dire que ouais. les choses se faisaient à peu près naturellement, voilà. Oui, et puis Et très respecté aussi dans le choix parfois de ne pas venir à voilà, voilà. certains pots. Il y avait beaucoup voilà, Bon, concrètement, quand on est entre d'attention. collègues et que certains collègues on s'apprécie, on fait ouais, allez viens, Hmm, ça sera sympa et tout. Et hmm, là, je pense que c'était voilà plus des invitations. Ça serait, tu peux venir, ça nous ferait plaisir. Ah non, ah bon, bah, c'est pas hmm, pour une prochaine. Et puis hmm. voilà, très bonne, voilà, des choses comme ça, bonne soirée. Et tout d'un coup, on pense à Ouais, toi, ouais, donc comme ouais, ça. Et ouais. je pense, je me suis jamais senti un peu, voilà, ce qu'on peut avoir parfois, parce que je pense que les gens l'avaient en tête aider. Et ce qui était difficile aussi, alors mais ça c'est plus compliqué parce que quand on s'ouvre aussi forcément à un moment un périmètre plus large, c'est que il y avait quand même des moments, des formations, une fois où j'ai eu des gens avec des présentations dans certaines formes. Une fois, j'ai un souvenir d'une formation ou d'autre, avec des gens qui se présentaient et quand il y a une espèce de tour de table, et une fois j'ai souvenir de quelque chose avec un tour de table avec des gens qui se présentent et qui disent je suis père de deux enfants ou je suis Hmm. truc, autre chose. Et alors là, ouais. Compliqué. J'ai eu exactement la même chose. Hmm, Là, c'est bon, bah, en fait, c'est bon, mais ça, on l'a toujours. Quand ensuite, on rencontre des amis, des trucs, voilà. Je pense que là, on approche de, qu'est-ce qu'on, voilà, sur un moment, on s'ouvre sur d'autres personnes. Si on a amené à se hmm, présenter régulièrement ou à rencontrer d'autres hmm. personnes, ben ça, Ok. Ce que c'est je retiens aussi même miracle. pour vous, Paul, c'était effectivement l'importance que vous avez accordée à ce télétravail et à ces sas aussi que vous avez pu obtenir au sein de chez le client notamment, pour pouvoir aussi de temps en temps pouvoir vous isoler quand peut-être qu'il y avait une émotion forte qui remontait et qui était parfois compliquée à gérer en fait au sein d'un collectif. Qu'on ait pu Mhm. vous Oui. permettre en fait, voilà, de. Et donc Hmm. ça, c'est aussi, je dirais, de la personne, hein. Je sais que c'est tout simplement avoir concrètement un système de réservation de salle, en fait, hein, comment ça se Ouais. matérialise. C'est-à-dire que moi, sur mon avantage, je peux me réserver une salle, donc je réservais les salles, et donc ça me permettait, moi, de le faire. Donc le fait que ce soit là, j'ai pas besoin de dire, ah ben, j'ai besoin d'être un peu isolé, ça se fait transparent. Et c'est moi qui, je pense que je l'ai fait même, j'ai eu tendance un peu plus à le faire, je sais même pas si je l'ai fait consciemment, quoi. C'est que je vais me mettre là, et quand j'étais là, donc voilà. Donc, ça m'aidait. Hmm. Ok. Très bien, bah, merci beaucoup Charlotte et Paul pour ces premiers témoignages. Je vais me tourner maintenant vers Anne-Laure. Anne-Laure, je souhaiterais vous passer la parole maintenant en tant qu'office manager, puisque à l'époque c'était la fonction que vous occupiez au sein de votre organisation. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous décrire bah, la situation que vous avez vécue au moment du retour donc au travail de une collaboratrice donc qui s'appelait Cyrielle et donc qui venait donc de vivre un deuil périnatal. Il faut juste que je remette en contexte ce qui s'est Bien passé. sûr, Donc, Cyrielle est revenue de son congé maternité en avril et à la naissance de Gabrielle, sa fille, elle m'a envoyé un message à moi directement en disant, écoute, je ne veux pas qu'on vienne vers moi. En gros, fais sas. Donc j'ai fait sas. À un moment, quand j'ai senti, quand le congé maternité commençait, arrivait à terme, quand on m'a demandé si Cyrielle revenait, dans quelles conditions elle revenait, j'ai dit, mais n'hésitez pas à aller vers elle, vers Slack, puisque moi j'ai changé via WhatsApp. Allez vers elle, elle regarde ses messages de temps en temps. Voilà, elle va pas vous manger, parce que c'est quelqu'un qui a son franc-parler. Moi, je suis mhm, dans une boîte d'informatique, enfin de logiciels, et Cyrielle est dans la partie recherche et développement. Et en prévision de son retour, ce que j'ai mis en place, c'est une formation avec Agapa, parce que je me suis dit, elle est dans le service recherche et développement, on va pas se mentir, 80% de la population est geek, avec une légère tendance autistique. Et ne sait pas forcément appréhender un deuil, surtout. Ne sait pas forcément appréhender un deuil périnatal. Et pour cela, on a fait appel à Elisabeth, qui est intervenue au bureau et qui nous a, qui a eu la gentillesse de nous dire
enfin, de nous préparer à toutes les situations auxquelles on pourrait être confronté. On a pu avoir un échange avec elle. Mon collègue, qui est son manager, a pu lui poser les questions en me disant si elle agit de telle manière, comment je peux agir, enfin, comment je dois répondre, qu'est-ce que je vais répondre. En fait, je m'attends à tout et rien. Qu'est-ce qui risque de se passer, tout simplement. Mhm. Et c'est là qu'Elisabeth nous a vraiment bien préparé. Mhm. Et ça, je recommande à toutes les entreprises, si vous avez l'occasion de débloquer un budget, mais faites-le parce que même en étant confronté soi-même à un deuil, on n'a pas, on ne peut pas appréhender l'ambivalence d'une maman qui revient. Mhm. Donc le lendemain de cette formation, Cyrielle est arrivée et là on fait l'entretien, enfin moi et son manager, on fait l'entretien RH de retour de congé maternité et ça a été une catastrophe, mais vraiment une catastrophe. Elle s'est mise à pleurer. Euh, elle a eu des mots qui étaient très justes mais très très durs parce que elle nous a dit je ne est-ce que tout le monde est au courant? Ben, on lui a dit oui, tu nous as demandé de passer l'information. Oui, tout le monde est au courant. Et elle nous a dit, ça veut dire que maintenant, les gens pensent que je ne suis pas capable de enfin, je ne suis pas capable de mettre au monde un bébé en pleine santé. Et ça, on a trouvé ça extrêmement difficile et violent. Euh, et bah, il fallu la rassurer. Euh, c'est pas facile, c'est Mhm. vraiment pas facile. Mhm. Et donc, essayer de continuer de vivre cette première journée. La chance de Cyrielle, entre guillemets, c'est d'être en télétravail à 100%, puisqu'elle est à Lyon, nous, on est à Paris. Euh, mais moi, de mon côté, le vrai questionnement, c'était comment créer du lien avec le reste de l'équipe, parce qu'elle nous a aussi dit, nous a aussi reproché, enfin, le manque de présentation de condoléances de la part de l'équipe. Donc, même si vous envoyez un message à vos boss en disant hey, vous êtes mignon, mais vous lui présentez des condoléances, le mal est fait. Hein. Enfin, point, le mal est fait. De notre côté, c'est vraiment de la maladresse, tout simplement, parce il y a cette vraie bienveillance de la part de l'équipe. Il y avait ce souci de bien faire, il y avait ce souci d'être là pour elle, mais de ne pas savoir comment être là pour elle. Et on a senti que bah, elle voulait plus venir au daily, elle avait du mal à remonter parce que nous, la seule règle qu'on impose, c'est vous êtes en 100% remote, certes, mais vous revenez une fois par mois, vous venez passer 3 jours. Alors qu'avant, elle venait une fois par semaine. Là, bah, pas de Cyrielle. Bon, ok, bon, il y a la soirée enfin, on a une soirée d'entreprise qui s'organise. Elle se met dans un coin, ça a été difficile de créer du lien. Et puis je sens que c'est comme un volcan en éruption, en fait, tout simplement. Et je sens que ça ne se passe pas normalement. Elle n'a des relations qu'avec moi et son manager, très peu de monde dans l'entreprise. Compliqué, parce qu'il faut la réembarquer. Moi, mon souci, c'est de faire en sorte qu'elle se sente bien avec ses collègues, parce qu'elle travaille Mhm. super bien, parce qu'elle est hyper Mhm. appréciée, et parce qu'on ne veut pas la perdre, tout simplement. Mhm. Et à ce moment-là, je prends la décision de rappeler Elisabeth pour lui dire eh oh, il y a le feu! On fait comment? Parce qu'à force d'attendre que son N+2, donc, qui se trouve être un des fondateurs de l'entreprise, prenne la situation en main, et ben on a failli la perdre. Et ce qui a été un énorme choc pour nous, c'est de voir une photo de Gabriel sur la messagerie. On a un Slack comme messagerie, donc voir une photo de Gabriel sur la messagerie. Et là, je me suis dit, faut faire quelque chose. Mhm. Parce que il faut qu'elle se sente bien, il faut qu'elle se sente Mhm. reconnue. Mhm. Et, euh, et là, j'ai arrêté d'écouter mon boss. J'ai pris les choses en main. J'en ai discuté avec quelques collègues, ceux avec qui elle se sentait en confiance. Mhm. On a fait le choix de lui faire un cadeau. On a fait le choix d'ouvrir cette cagnotte à tout le monde. Et donc, nous avons offert à Cyrielle et Aurélien, son conjoint, enfin surtout à Cyrielle, mais
On lui a offert une médaille avec la date de naissance de Gabriel et son initiale. Il paraît qu'on a mieux fait que son conjoint, donc on est assez fiers de nous sur le coup. Et le reste de la cagnotte, nous leur avons mis à disposition pour l'œuvre qu'ils ont envie de soutenir au nom de Gabriel. Voilà. Et il y a eu beaucoup de pleurs quand on a remis ce cadeau. Il y a eu, mais ça a été un déclic de son côté puisque elle est revenue en séminaire, elle a recommencé à sourire, elle est revenue en délit. Et voilà, long chemin, mais elle est revenue. Et du coup, quel enseignement vous tirez en fait de cette expérience? Déjà, il faut pas hésiter à se faire accompagner parce qu'on n'a pas la science infuse. Il faut savoir accueillir l'ambivalence d'une personne endeuillée. Euh, il faut savoir s'écouter, tout simplement. Mhm. Je pense que Cyrielle se sentait en confiance vis-à-vis de moi, donc il faut que la personne ait une personne de confiance et qu'elle puisse s'ouvrir à cette personne, qu'elle puisse cracher tout ce qu'elle a à cracher. Il Mhm. faut que cette personne, par contre, ait les épaules. Enfin, voilà, enfin, c'est pas facile à entendre, hein. Euh, Et ça veut dire qu'elle soit soutenue également, peut-être, oui, oui, vous-même, parce que vous avez été quand même le réceptacle de beaucoup de choses, parce que vous étiez oui, finalement une personne ressource pour elle, sur exactement. laquelle elle a pu vraiment s'appuyer. Mais Mais je, en même temps, c'était lourd aussi pour vous apporter. Donc il fallait. Et Agapa, je crois, a joué un rôle très important pour vous aussi. oui, oui, bah, Agapa a joué un rôle très important parce que moi, au départ, j'ai essayé de m'appuyer. Au départ, j'ai essayé de m'appuyer sur mes parents parce que je suis la grande sœur d'un ange. Mhm. Sauf qu'il y a 32 ans, on ne parlait pas de ça. Il y a 32. Il y a 32 ans, moi, mes parents n'ont toujours pas fait le deuil de leur enfant. Ma petite sœur n'a pas de prénom. Mhm. Et, euh, et oui, et c'est difficile en fait. Mhm. C'est très difficile parce que moi, moi, je viens avec toutes mes émotions, tout mon passé. Je la comprends. Mais essayer de chercher les ressources, ben moi, Mhm. initialement, je me tourne vers mes parents parce que bon, ils ont vécu, ils ont une expérience et ils n'ont pas forcément été les meilleurs conseils. Et quand j'ai vu que ça Mhm. correspondait pas à ce que je ressentais, oui, moi, j'ai clairement appelé Mhm. Agapa. Je pense que la meilleure chose que j'ai faite, c'est bah, après, je suis passée par une intermédiaire qui nous a mis en relation, mais oui, c'est d'en parler à cet intermédiaire qui m'a dit, j'ai une solution pour toi, tu vas voir, c'est une association qui est formidable, ils vont pouvoir t'aider. Ouais. Et Mhm. je remercie Elisabeth parce qu'elle a passé, je pense, 1 heure au téléphone avec moi et elle a dû passer 1 heure et demie au téléphone avec Mhm. le N+1 Cyrielle et le son N+2. Ouais, ouais. Mhm. C'est très important et il faut savoir dire à nous, personnes qui accueillons le témoignage, c'est très important de savoir que bah, on a le droit de se faire accompagner en fait. On a ce droit et oui, faut parler tout simplement. Et Mhm. on a le droit d'en parler à nos N+1, enfin voilà, faut savoir leur mettre le nez dans le caca, hein. Mhm. Non mais ils ont pas la science infuse. Le deuil c'est personnel, mais il faut savoir dire les choses, tout simplement. Mhm. Mhm. Ouais. Merci beaucoup, Anne-Laure. Avant que je passe la parole à Elisabeth, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez rajouter par rapport à la situation que vous avez traversée dans le cadre de cet accompagnement? Alors, je pense que nous, on a vécu un tumulte d'émotions parce que euh, Cyrielle, au moment où elle est revenue, Cyrielle était enceinte. Elle est enceinte. Et donc, je pense que ces hormones ont fait la fête du slip pendant 6 mois aussi, hein, ce qui n'a pas dû arranger les choses. Mhm. Mais au moins, on apprend beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Merci beaucoup, Anne-Laure. De rien. Je passe la parole maintenant à Elisabeth. Euh, alors, Elisabeth, vous représentez l'association Agapa. Euh, Dans le cadre des accompagnements et des formations que vous dispensez au sein de cette association, quels conseils pourriez-vous apporter à des parents endeuillés qui sont amenés à reprendre leur activité professionnelle? On a évoqué déjà un certain nombre de choses. Euh, voilà, moi j'aimerais beaucoup vous entendre là-dessus. Quels conseils vous pourriez apporter? Pour les parents, c'est vraiment de s'écouter
parce que ce chemin des deuils, ça passe voilà, ça passe pour plein des périodes différentes, des va-et-vient, avec des dates anniversaires, avec des moments de grande fatigue, des moments où on n'est pas très concentré. Donc, vraiment de s'écouter. Ça fait un peu écho à ce qu'Anne-Laure, elle a Mm. dit. En fait, au moment de l'annonce, les personnes, ils ont un besoin, mais ce besoin, il évolue au fil des jours. Et parfois, il y a Mm. des jours que la personne ne sait même pas de quoi elle a besoin, et parfois être Mm. confrontée à cette question, elle est difficile aussi. Donc, on marche avec une ambivalence constante. Donc, c'est Mm. vraiment de s'écouter et de ne pas avoir peur d'exprimer de Mm. quoi il a besoin, de clarifier ce que c'est possible déjà de faire Mm. et de quoi la personne aussi, elle est capable aussi de pouvoir donner, d'être honnête avec ça. Parce qu'il y a aussi la médecine du travail qui est là pour aider. Il y a aussi, voilà, toujours les ressources humaines. Il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir aussi être à l'écoute pour mettre en place des aménagements parce que finalement, tout est possible et tout peut se co-construire s'il y a Mhm. de la bonne volonté de la part de tout le monde. Mhm. Et dans les témoignages qu'on a entendus, euh, on constate que euh, chaque situation est singulière et chaque personne, en fait, fait avec ce qu'elle est au moment où elle traverse cette épreuve. Euh, il me paraît néanmoins important de se poser la question de l'anticipation avant un retour au travail. Qu'est-ce que vous pourriez nous partager à ce sujet? Déjà, pendant les écoutes, vraiment, il y a beaucoup d'appréhension, il y a beaucoup d'anxiété, il y a un peu le regard des autres, il y a cette sensation, voilà, de que la personne, elle ne doit pas montrer des émotions. Il y a une pression supplémentaire parce que c'est donc Mhm. compte bien que parfois, sans même pas que ça, il n'y a rien qui s'est passé, mais qu'il y a voilà, les larmes qui coulent sans pouvoir les arrêter. Il y a Mhm. beaucoup d'appréhension à se dire, tiens, si je retourne au travail et je me mets à pleurer comme ça je ne peux pas m'arrêter, comment est-ce que je vais faire? Donc déjà, Mhm. il y a un stress et une pression, déjà même d'y aller, de le regard de l'autre, de qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi si je Mhm. pars trop souvent aux toilettes ou si je pars trop Mhm. souvent à faire des cafés, qu'est-ce qu'ils vont penser? Et il y a beaucoup d'inquiétude par rapport à quelle image je vais donner. Si je montre ma fragilité, est-ce que ça Mhm. va donner pied un peu devant tout le monde va dire, OK, écoute, on est avec toi. Et par derrière, peut-être, dans certaines entreprises, ils vont profiter pour me mettre un peu de côté. Donc, il y a cette inquiétude aussi de le regard qu'ils vont porter par rapport à quelqu'un qui a une estime de soi à ce moment-là, qui n'est pas au top de la forme, parce que à ce moment-là, une grossesse qui n'est pas arrivée à terme, il vient vraiment aussi à ébranler aussi quelque chose à l'intérieur de soi. Mhm. Donc, Mhm. parfois, il y a un manque de confiance aussi qui s'installe. Mhm. Donc, il y a Mhm. en plus cette difficulté. Et ça peut être aidant d'aller au travail et en même temps, ça peut être aussi une appréhension pour d'autres. Mhm. Donc, déjà, vraiment d'être à l'écoute de soi, de Mhm. respirer d'esprit, Ouais, comme Charlotte et ouais, Paul, ils ont dit comme ça, c'est des sas ouais, aussi, ouais, d'anticiper ça. Et les personnes ressources, les personnes repères, ouais. qui vraiment être les relais avec beaucoup de souplesse et avec beaucoup de facilité, qui puissent vraiment être les Mhm. relais pour les jours qui Mhm. sont avec et les jours qui sont sans, Mhm. et qu'ils soient OK. Mhm. Une autre chose que Paul a évoqué tout à l'heure, c'est que lui, en tant qu'homme, finalement, il n'a pas porté en fait le Mm. bébé. Euh, Comment ça se passe dans vos accompagnements, dans ce que vous entendez aussi entre les hommes et les femmes? Quel, euh, quel retour vous pourriez nous faire là-dessus par rapport à un retour au travail? C'est Pour pas les vécu de papas la qui même ont manière. temps. Mais non, et en effet, c'est bien plus compliqué parce que comme ça ne se voit pas dans les corps, une fois les papas ils arrivent, ils disent oui, ça va, ça va. Finalement, ça arrange tout le monde, cette réponse de ça va, parce que les gens se disent ouf, voilà, ok, ça y est, tranquille, Mhm. on fait comme si tout va Mhm. bien et je ne vais plus reposer la question. Mais oui, mais Mhm. c'est ça va, il est là un peu, voilà, pour courtoisie parce que les gens ne veulent pas plomber l'ambiance, ça j'entends Mhm. beaucoup, je ne veux pas plomber l'ambiance avec mon histoire. Donc, du coup, les gens sont bien contents d'entendre un ça va, voilà. Et en effet, pour les papas, c'est bien compliqué parce qu'ils ne se sentent pas forcément reconnus. C'est Mhm. comme si tout c'était pour la maman parce qu'elle a vécu dans sa chair. C'est pourquoi c'est un premier enfant.
pareil, c'est cette histoire de, bon, j'étais en train de devenir père et là, ou mère, et là, je me considère plus rien, pour certains. Et Hmm. voilà, je Hmm. suis ni une mère, ni une non-mère, ni un père, ni un non-père. Donc, en effet, c'est compliqué. Il y a des papas, on a entendu dans des cafés rencontres spéciales comme ça pour les papas, il disait beaucoup, j'ai anticipé. Finalement, j'ai pris le taureau par les cornes. J'ai envoyé des emails pour Hmm. dire de quoi j'avais besoin, qu'est-ce qui s'est passé, que mon enfant s'appelle comme ça, qu'il est né ce jour-là, que ça me ferait plaisir d'entendre le nom, que quelqu'un Hmm. les nomme. Parce que les gens Hmm. aussi, ils sont gênés. Vous voyez dans l'émotion qu'alors, elle est. C'est difficile aussi pour les collègues et pour les managers. Euh, c'est pas évident, c'est pas commun. Les gens ne savent pas trop comment faire. Donc aussi, même si c'est difficile, à moi, ça me fait vraiment plaisir qu'on nomme par les prénoms. À moi, écoutez, j'en sens vraiment à fleur de peau. Hmm. Je sens vraiment que j'ai la sensibilité, que j'ai su réagir rapidement. Donc, OK, sans me dire qu'on n'est pas un bon professionnel, mais dire, bon, dans ces moments-là, peut-être je ne vais pas mettre sur certains sujets ou sur certains projets parce que je sens que je peux partir en quart de tour Hmm. ou Hmm. avec certains groupes aussi, d'être attentif à ça. Vous voyez, Hmm. c'est pas pour peut-être, je ne vais pas faire une amalgame, mais une personne qui a été arrêtée parce qu'il a eu une hernie discale et qu'il a été opéré, quand il revient au poste, même si le médecin du travail il dit que tout est OK, ils ne le mettent pas tout de suite non plus à prendre des cartons de Ouais. 50 kilos. Peut-être ils les mettent à faire l'inventaire, Hmm. à faire, c'est pas notre projet. Donc lui, il est aussi performant, mais comme il y a quelque chose de visible, les gens font attention à lui. Là, Hmm. vraiment, c'est une blessure invisible. Et quand tout le monde essaie de faire bonne mine Ouais. pour aller au travail et donner le meilleur de soi, Ouais. donc ça C'est arrange tout le ça. monde. Et en même temps, après, mais au fond Hmm. de soi, tout n'est pas pareil. Donc, Ouais. c'est aussi d'être honnête avec soi-même. Et il y a beaucoup Ouais. de personnes aussi, et ça, vraiment, c'est une attention aussi pour les managers, c'est c'est que finalement, son métier, ça fait plus de sens. Pour certaines personnes, ce qui avant c'était important, là, il est plus, ou ils trouvent ça banal, ou ils trouvent vraiment, et ils ont besoin de s'investir sur des projets qui font sens, ou qui sont stimulants, ou qui a autre chose. Et c'est une période vraiment où dans les accompagnements, je retrouve beaucoup de personnes qui se remettent en reconversion professionnelle ou parce que l'entreprise n'a pas été à l'auteur d'accueillir et d'accompagner cette Hmm. salariée, ou parce que finalement, ils ne se trouvent plus, ça fait plus de sens pour eux. Donc, c'est pour ça que j'ai Hmm. trouvé que c'était dommage que des personnes compétentes, ils quittent des entreprises où elles étaient bien, Hmm. tout simplement parce qu'il y avait quelque chose au niveau un peu Ouais. humain et de l'émotion, mais parce qu'on a peur d'une personne qui souffre de Hmm. passer à côté de quelque chose. Et Hmm. c'est un peu ce qui s'est passé là avec Hmm. Anne-Laure, avec certaines personnes de l'équipe qui ils avaient tellement peur de faire face à une personne qui, voilà, elle était à vivre, qu'ils ont failli passer à Ouais. côté de quelque chose Ouais. qui finalement, avec les temps, Ouais. allait à se remettre un peu à sa place. Ouais. Ce que vous évoquez là, finalement, c'est aussi l'accueil de la vulnérabilité, en fait. C'est d'être en capacité, en fait, de l'accueillir, de l'avoir en face. Voilà, parce que ça fait partie de la vie, en fait. Et qu'il faut Et en savoir. effet, Et effectivement, pour certains, ben, il y a besoin d'un accompagnement. Euh, et dans l'accompagnement que vous faites et des formations que vous dispensez auprès des entreprises, euh, on parlait tout à l'heure d'entreprises parfois complètement désemparées, démunies par rapport à ces situations. C'est quelque chose que vous rencontrez souvent dans vos accompagnements auprès des entreprises? oui, c'est parce que vraiment, il y a quelque chose dans l'ordre on veut bien faire, mais on ne sait pas faire. On ne Hmm. sait pas quoi dire. Hmm. Les gens, ils ont plus ou moins des repères, ils sont plus ou moins à l'aise si quelqu'un a perdu un parent, un grand-parent, je sais pas, ou quelqu'un a un accident, ou quelqu'un a une maladie. Bon, grosso modo, la société, bon, ils savent un peu quoi dire. Mais quand c'est ce type de perte, en fait, les gens, ils savent pas forcément qu'est-ce que cette grossesse, il représentait pour cette personne. Parce qu'on Ouais. peut parler aussi des personnes qui ont une arrêt naturel de grossesse ou même dans des IVG, que à l'instant T, OK, mais quelques semaines, quelques mois plus tard, ça commence à remouer, il y a quelque chose qui Hmm. se passe aussi. Donc, Hmm. c'est assez délicat, oui. Très bien. Merci beaucoup, Elisabeth, pour cet éclairage qui est vraiment extrêmement important et complémentaire par rapport aux trois témoignages qu'on a eus.
Ce que je vous propose, il est maintenant 19 heures. On avait convenu d'arrêter à 19h15. Donc, on a un petit peu dépassé sur le timing. Donc, il nous reste un bon quart d'heure maintenant pour passer aux questions-réponses. Donc, je vais passer la parole à Servan. Et encore un grand merci vraiment à tous les trois, quatre, pour vos témoignages et vos conseils aussi que vous avez apportés. Merci beaucoup. Ouais. Servan, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc effectivement, merci à chacun d'avoir apporté votre témoignage, votre regard sur le retour au travail. On a eu des réactions dans le chat, notamment sur le regard des autres, en fait, voilà, il y a des personnes qui s'apprêtent à reprendre le travail et qui ont vraiment, qui appréhendent beaucoup ce regard des autres, un regard de pitié peut-être qui pourrait intervenir, mais aussi le regard ou les réactions lors d'une grossesse suivante. Donc Charlotte et Paul, est-ce que vous avez annoncé la grossesse suivante? Est-ce que vous avez eu peur des jugements? Comment vous avez fait face au regard des autres? Alors moi, je suis tombée enceinte. Enfin, j'étais enceinte quand j'ai repris, mais je ne le savais pas tout de suite. Je l'ai découvert 15 jours après avoir repris. Et donc, je ne l'ai pas dit. Alors, pour le coup, je ne l'ai pas dit à tout le monde. J'ai dit à certaines personnes. J'ai une copine qui s'est écroulée de pleurs de bonheur dans mes bras. Chose que j'étais pas forcément prête non plus, parce qu'en fait, cette deuxième grossesse, aussi joyeuse soit-elle sur le principe, en vrai, on est terrifiés. Enfin, honnêtement, comme disait Anne-Laure, en vrai, on est terrifiés. On y croit. Enfin, moi, j'ai eu des collègues qui m'ont dit, bah, ça va bien se passer. Non, non, t'as aucune preuve. Je veux dire, donc ça, la deuxième grossesse, elle est très dure. Donc j'en ai parlé à certains. Les réactions, pareil, bah, sont souvent pas forcément les bonnes, parce que les gens sont hyper, voilà, tout va bien se passer, c'est sûr. Alors qu'en fait, nous, on est là, mais non, mais il n'y a aucune preuve. Dans les faits, ça s'est bien passé. Mais, mais c'est pas forcément le sentiment. Et alors, sur la deuxième grossesse, j'ai envie de dire, moi, je me suis arrêtée très tôt aussi. Bon, parce que j'allais nauser, etc. Mais même psychologiquement, c'est tellement dur. Genre, si votre médecin est compréhensif, il vous arrêtera et faites-le. Vraiment. Parce que pour le coup, j'ai trouvé vraiment. Enfin, c'est dur la deuxième grossesse. Enfin, psychologiquement, c'est très très dur. On a peur de tout. Enfin, moi, j'étais terrifiée. Enfin, bon, mes médecins m'avaient dit, y a pas, ça devrait pas se reproduire, mais bon, dans les faits, on n'en sait rien. Donc, c'était vraiment. Voilà. Moi, j'ai envie de dire, poser le congé, l'annoncer si vous vous sentez à l'aise. Se préparer à des réactions plutôt positives. En l'occurrence, moi, ils étaient tous contents pour moi. Donc ça, c'était plutôt cool. Mais moi, j'étais pas forcément dans ce... J'avais aussi besoin de dire, attention, c'est pas gagné. Enfin, je veux dire, j'avais besoin aussi de rappeler que c'était pas si simple, pas si facile. Et donc ça aussi, peut-être se préparer à... aussi que les réactions, parfois, on veut pas forcément qu'elles soient si enthousiastes que ça. C'est comme si, ça y est, c'est fini, il n'y a plus de problème. Alors qu'en fait, elle n'est pas gagnée, quoi. Alors que même si elle finit bien, c'est quand même pas gagné. Voilà. Mm. Et vous, Paul, vous avez annoncé la grossesse suivante ou enfin, comment ça s'est Bah, passé moi pour vous? également, dans le même. Alors, moi, Noémie, elle est née le 15 février 2022 et Léonore, voilà, un an et demi à peu près après. Donc, on a eu un petit temps quand même entre la reprise du travail, quelques mois, et la découverte de la grossesse. Moi, voilà, j'ai communiqué de manière bien plus restreinte là-dessus, Mm. sur cette grossesse, parce que voilà, c'était un processus stressant, hein. Comme on l'a dit, la deuxième grossesse, on a un puits plus lourd. Donc là, j'en ai très peu parlé. Et puis moi, j'avais aussi donc cette possibilité, puisqu'en plus, moi, voilà, j'ai pu, voilà, jusqu'au dernier moment, quoi. Il y a que le dernier moment que ça s'est su. Et donc voilà, parce que voilà, côté, pour les mêmes raisons que ce qu'a dit Charlotte, quoi, hein, ça va bien se passer, on est content. Un peu délicat. Donc voilà, je crois que même, pour information, j'ai des amis, parce qu'on en voyait moins, qui un jour, on devait se voir et on les avait même pas informés. Et Laura, elle avait 7 8 mois. Et donc c'est vrai que ça donne un peu des situations un peu bizarres. Ouais. Mais donc voilà, donc moi j'ai retenu l'information et puis je l'ai dit après. Et bon. Mais ça a Je me été bien souviens avoir accueilli. dû lutter contre ma mère pour qu'elle n'en parle pas à ma famille. Elle voulait absolument annoncer la bonne nouvelle. Et moi, j'étais là, mais non, non, tais-toi. Et ça a été dur. Ça a été dur de garder cette information-là, parce que tout le monde a envie d'annoncer la bonne nouvelle. Et nous, on n'est pas encore... Enfin, on n'est pas sûr que ce soit une bonne nouvelle, en fait. Mm. C'est une bonne nouvelle, mais
Elle est pleine de petites attentions, quoi. Voilà. Et comme là, comme sur remettre sur le côté employeur, bah, comme les employeurs, en fait, c'était peut-être plus dur que côté perso que côté employeur, parce que là, voilà, on dit on a une nouvelle. Ça dépend aussi de l'environnement. Je pense, on a parlé là des entreprises peut-être assez grandes. Nous, on est, pour donner un ordre de grandeur, on est 1500 employés, mais avec sur plusieurs sites. Donc, il y a des endroits quand même, on est 150, 200. Donc, ça fait quand même, malgré tout, une certaine proximité pour le dire. Mais moi, j'avais la chance, voilà, d'avoir une restreinte. Et puis, quand j'ai dit, je l'ai annoncé, je voulais pas en parler. Donc, ça, aussi, donc, c'était chouette. Nous, on est 40, hein. Je tiens à Ouais. préciser, on est 40. Hmm. Donc, j'ai vu C'est une pour ça que question j'ai sur les précisé. les TPE. Oui, justement. Ouais. Quand Gabriel est né, on était 20, non, on était 30. Et Cyrielle ne l'a annoncé qu'à moi et à son N+1. Moi, je l'ai un peu gaulé quand même, hein. Voilà, au bout Pour d'un la moment, faut grossesse arrêter. suivante. Ouais, pour la deuxième grossesse, ouais, je l'ai un peu. Et en fait, on a juste informé le comité de direction de la grossesse pour des questions de budget, parce qu'il fallait la remplacer. L'équipe n'était pas au courant. L'équipe a été au courant une semaine avant son congé maternité, qui a commencé la semaine dernière. Et elle nous a dit, vous gérez la communication comme vous voulez, mais moi, je ne veux pas être confrontée, enfin, je ne veux pas savoir que vous savez. Et il faut savoir que sa famille a découvert qu'elle était enceinte à peu près en même temps que mon équipe. Voilà. Et elle a reporté son congé maternité de 3 semaines. Voilà. Hmm. Ouais. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose, en fait aussi, moi, sur mon constat entre la première et la deuxième grossesse, ce qui m'a aidé, c'est que comme je suis prestataire de service, et ça fait écho à d'autres questions de sens ou autre chose, c'est que j'ai changé de mission. Donc, quand la deuxième grossesse est arrivée, bah, voilà, j'étais dans un autre contexte vis-à-vis du client. Donc, en interne, finalement, j'étais en mission, on voit moins souvent. Et quelque part, c'était nouveau, donc je l'ai annoncé, j'avais pas, voilà, j'étais bien plus libre sur expliquer ce qui se passe. Voilà, c'était une grossesse, c'était entre guillemets, voilà, il n'y avait pas ce passif, j'en étais libéré en un sens, ça m'a aidé. Donc peut-être des changements quand c'est possible dans des grandes structures ou autres, ça peut aussi aider parce que ça change, même si c'est dur. Mais moi là, bon, c'est une chance voilà, de ce contexte. Et, euh, et aussi mais alors là c'était plus médical, c'est que moi c'est un accouchement planifié un peu en amont. Et donc ça aussi, ça enlève une part d'inconnu. C'est-à-dire que quand Ouais. j'annonçais quelque chose, on n'en parle pas parce que j'ai pu dire ça sera à telle date, étant donné que c'est planifié, et que c'est parce que c'est déclenché, il n'y aura plus il y a pas de surprise. Et voilà, bon, il y a quand même, ça réduit, parce qu'il peut y en avoir quand même avant, mais quand même beaucoup, beaucoup. Et donc aussi, ça, on est dans voilà, ça faisait quelque chose de bien plus planifié, parce que aussi cette part d'incertitude sur le terme de la grossesse, pour mon cas, voilà, elle peut aussi amener des discussions. Donc moi, je l'ai dit, c'était telle date, et puis en fait, c'est comme si j'avais posé voilà, des congés, parce que le plan s'est déroulé. Heureux. Hmm. Merci. Il y a eu aussi des questions sur voilà, quel type de mail on peut envoyer, enfin, qui concernaient finalement les besoins. Comment justement identifier vraiment les besoins du parent endeuillé, comment clarifier mes besoins. Et ça, je vais plutôt t'adresser cette question, Elisabeth. Euh, Comment faire le point quand on est vraiment dans le brouillard, quoi? Comment savoir si c'est le bon moment de retourner au travail, etc. Alors, spontanément, j'ai envie de te dire, si la personne se sent vraiment dans les brouillards, autant, par exemple, nous chez Agapa, mais après, il y a d'autres associations aussi, d'autres personnes, d'autres médecins, d'autres personnes d'appui, la sage-femme qui l'a suivi, je ne sais pas, avec qui peut-être s'est posé pour essayer de parler déjà et de mettre des mots sur ce qui est en train de se vivre, sur ce qui est en train de se passer. Parce que mettre des mots, ça permet aussi de peut-être de faire un peu tout ce qu'il y a là, tout ce mélange d'émotions contradictoires. J'ai envie d'y aller pour un côté, mais de l'autre côté, je suis bien à la maison, mais j'ai peur, mais je ne me sens pas fort, j'ai plein d'inquiétudes. Donc, peut-être avoir une oreille euh, attentive qui permet un peu de déposer tout ça, ça peut aider aussi déjà. Mhm. Si parce qu'en plus, par exemple, nous, avec Agapa, on accompagne aussi par visio ou par téléphone. Donc, c'est même pas une question de devoir sortir de ce soir quand on est vraiment déjà fatigué et on va pas bien, et de faire des démarches comme ça, vraiment de sortir, d'aller vers l'autre. Donc, ça, pour rassurer aussi les gens qui sont un peu dans cette inquiétude. Et ça peut être comme ça, en une fois, on se prend un peu un temps au téléphone et c'est OK. Mais sinon, chez soi aussi, peut-être c'est lister, c'est poser pour se dire aujourd'hui, dans ma réalité qui est la mienne, dans le contexte qui est le mien,
familial, personnel, économique, parce qu'il y a des personnes qui ils ont cet impératif de vraiment, ils doivent retourner parce qu'économiquement, ils ne peuvent pas faire autrement. Donc, déjà, de poser tout ça, faire un peu sa petite liste de ce que, voilà, de ce que c'est plus important, moins important, et comment je sens les choses. Et peut-être aussi, finalement, de ne pas se mettre la pression de que si je prends une décision, ça va être ça et pour toujours. Peut-être s'autoriser à se dire, je pense que ça peut me faire du bien, je vais essayer ça, mais peut-être je vais laisser la porte ouverte à la discussion avec la personne avec qui je travaille pour écouter, je pense que je vais pouvoir m'investir sur ça, mais est-ce qu'on peut essayer cette première semaine ou jour après jour et faire un point en fin de semaine? Parce que ce que je trouve très important, déjà pour les personnes, les managers ou les collègues, c'est vraiment faire des points réguliers. Parce que la personne, elle évolue dans ce chemin des deuils. Les besoins, ils évoluent et ça change. L'investissement, le réinvestissement, ça peut monter, ça peut descendre. Donc déjà, de faire des points réguliers, surtout les premiers mois. De ne pas avoir peur. Et si on pleure. Et si on est en colère, on est en colère. Ça va, c'est pas non plus, voilà, sauf si on fait mal à personne. Mais je veux dire, de ne pas avoir peur de tout ça. Hein, et de vraiment de se questionner, se dire, OK, je vais essayer comme ça, je pense que j'en suis capable. Et si dans la vérité, finalement, ça fait trop, on dit, écoutez, il va falloir peut-être qu'on revoie ça à la baisse ou à la hausse, voyez? De ne pas se mettre des freins, je trouve, ou toute la pression, de se laisser une souplesse. Mm. Oui, parce que finalement, il existe pas mal d'outils en fait à disposition. Ben, on peut aller voir la médecine du travail, on peut bénéficier de jours de congé de la part de collègues. En fait, il y a quand même pas mal de dispositifs qui existent. Anne-Laure, vous nous aviez parlé aussi lorsqu'on on a préparé le webinaire d'abonnement. Enfin, vous avez mis en place, je crois. Est-ce que, enfin, allez-y, je vous laisse parler. On a mis en place MocaCare, nous, en parallèle, pour une autre raison. Mais il se trouve qu'on a signalé à Moca que Chayel avait peut-être besoin d'accompagnement sur le sujet du deuil périnatal, tout Mm. simplement. Mm. Voilà. Ah ouais. Et c'est des coachs, et c'est des personnes, enfin, c'est des psychologues. Et on lui a aussi signalé que enfin, si elle avait besoin, il y avait une antenne à Gapa à Lyon. On a allumé tout ce qu'on pouvait allumer autour d'elle. Mm. Mm. Ouais. Et donc c'est vrai que finalement il existe pas mal d'outils euh, qui peuvent aider. Est-ce que les uns les autres vous avez justement des outils, des choses qui ont été mis en place ou que dont vous avez entendu parler et qui pourraient concrètement aider Moi, j'avais dans mon groupe de parole, il y avait des discussions de mi-temps thérapeutique pour la reprise. Alors moi, je l'ai pas fait parce que moi, j'avais plein de congés. Donc, mais je m'en suis fait un avec des congés, en fait, à l'époque, parce que c'était pas... Voilà, j'avais des congés. Et effectivement, ça peut être aussi de se dire, de garder les jours. Nous, effectivement, il y a le jour de mon groupe de parole, je faisais ma journée quand je pouvais. Enfin, ça dépendait un peu de mon état d'esprit aussi, mais voilà, c'est cette notion de mi-temps thérapeutique qui peut être pris... il faut juste, enfin voilà, faut un médecin qui vous prescrive, mais c'est possible aussi. Mm. Paul, Anne-Laure, Elisabeth? Oui, moi je rebondis aussi. En fait, je pense le télétravail quand c'est possible, quand même ça aide, pouvoir échanger un point. Et les dispositifs, il y a le mi-temps thérapeutique, effectivement. Moi, il y a mon épouse qui l'a fait. Je me permets juste de signaler aussi que et vous l'avez dit, Elisabeth, c'est vrai, ça impacte les revenus. Donc pour nous, c'est compliqué, ça peut être compliqué. Et ce que je souhaitais juste souligner, moi, c'est que parfois, c'est possible, les entreprises peuvent choisir de maintenir le salaire. Donc, peuvent le faire. Et je lui passe juste le message que enfin, moi, j'ai eu mon épouse qui a pu prendre un mi-temps thérapeutique et qui a pu faire aussi une reprise très progressive. Je crois qu'elle a commencé à 2 jours, elle a fait 3 jours, à un moment, elle a fait 4, et puis en fait, elle a voulu revenir à 3. Donc, il y a eu énormément de flexibilité. Et moi, je sais qu'en fait, comment dire, comme on est deux, à traverser ça, voir l'autre, en fait, et donc ça c'est pour ça, mais se dire que quand il y en a un qui vient, ça fait aussi beaucoup de bien en plus à l'autre au-delà, quoi. Moi, je sais que je parle un peu moins de moi, mais d'elle, mais
il y a eu cette flexibilité. Et je trouve que le mi-temps thérapeutique a été, voilà, est un très bon outil qui peut s'accompagner d'un maintien de salaire pour des personnes peut-être voilà, où les salaires sont pas très élevés, parce que c'est pour eux que c'est plus difficile. Hein. Et ce que moi, en revanche, aussi, tiens à le préciser, c'est que après la naissance d'Éléonore, voilà, parce qu'on le disait, hein, il y a des moments où ça va, ensuite ça va un peu moins bien. J'ai souhaité aussi bah, réactiver ça. Et moi, quand je l'ai mentionné, bah, enfin, à mon entreprise, bah, en fait, j'ai été, je dirais, voilà, il y a eu aucun, hein, j'ai été même, je pourrais même dire soutenu dans le sens, que voilà, très bien, voilà, si tu en as besoin, on va encourager en disant qu'il n'y avait aucun souci avec ça et que, enfin, on m'a même ouvert sur d'autres sujets en fait, hein, sans trop le pousser que ça devienne géant, mais on m'a dit, voilà, sache que, en fait, on m'a déjà incité parce que, voilà, de me dire qu'on pouvait aussi, enfin, que je n'étais pas aussi besoin de faire ça. On m'a expliqué aussi ce que je pouvais faire par rapport au temps partiel, si je voulais mettre ça de manière plus longue. Donc, voilà, donc j'ai eu un peu de conseils. Et quand j'ai ouvert ce sujet un peu après coup, j'avais la même interlocutrice côté RH aussi, c'est ça qui a aidé. Hein, ça permet d'à l'époque, peut-être une continuité, parce que bon, c'est pas des choses évidentes à écrire dans un dossier, à partager, à se transférer. Donc ça fait bien. Et voilà, donc je sais que même dans le temps, quand j'en ai reparlé, hein, on s'est pas dit, moi, non, ça fait 1 an et demi, exagère ou autre chose, quoi. Donc j'ai été Mm. soutenu et j'ai eu du conseil. Voilà. Donc, Mm. désolé d'avoir parlé. Merci beaucoup. Voilà, je vois que l'heure tourne, donc on va peut-être s'arrêter là. Stéphane, je vais te laisser la parole pour un mot de la fin, pour une conclusion. Oui, parce que j'avais peut-être envie de vous partager, c'est que, on l'a vu, hein, chaque situation de deuil périnatal est singulière. Je crois que l'essentiel, le plus important, c'est de partir du besoin du papa ou de la maman endeuillée. C'est vraiment ça qui prime et que l'entreprise, en fait, se doit d'être surtout à l'écoute de ça et après d'adapter finalement son accompagnement en fonction de ce que souhaite la personne. Et ça, chaque situation sera singulière et c'est important de respecter en fait ce que le salarié souhaite par rapport à sa reprise au travail. Donc ça me paraît très important. L'autre chose, c'est pour l'entreprise et puis aussi pour les papas ou les mamans endeuillées, c'est de ne pas hésiter en fait à faire appel à des associations comme Agapa parce que voilà, on vit quelque chose émotionnellement de très fort, de compliqué, et que seul, en fait, on ne pourra pas y arriver forcément, et qu'on a besoin d'aide. Et qu'il faut savoir, voilà, apprendre à faire appel, en fait, à une aide extérieure. Ça peut être aussi des ressources, on en a parlé au sein de l'entreprise. Voilà, ou en tout cas, une association peut être vraiment là aussi pour être le réceptacle de beaucoup de choses, de pouvoir voilà, partager des choses douloureuses qu'on pourra de toute façon pas partager avec son entreprise et qu'il est nécessaire à un moment donné pour certains voilà, d'exprimer et de faire sortir. Euh, voilà, et puis un petit point aussi de vigilance qu'on n'a pas forcément évoqué, mais qui me paraît extrêmement important et qu'on avait un peu abordé lors de la préparation, c'est dans une entreprise être aussi attentif. Euh, aux autres collaborateurs qui vont être exposés en fait à cette situation et qui peut résonner par rapport à un propre vécu. Donc voilà, pour les directions de ressources humaines, être attentif aussi aux réactions qui peuvent se produire dans leur organisation. Voilà ce que j'avais envie de vous partager et voilà, et de vous remercier encore une fois pour l'ensemble de ces partages. Merci beaucoup à tous. Merci pour la générosité avec laquelle vous avez partagé vos vécus. Voilà, moi, je vous retrouve à 20h30 pour la diffusion du film La vie après. Il est encore temps de s'inscrire si vous le souhaitez. Et puis, voilà, tous ceux qui se sont inscrits à ce webinaire recevront le replay. Et puis, un petit mémo. On va essayer de récapituler tout ce qui s'est dit dans un petit mémo voilà, qui reprendra tout ça, plus des ressources complémentaires qu'on indiquera. Voilà, merci beaucoup à chacun. Et puis, bah, à bientôt. Bonne soirée, merci. Merci. Au revoir.